Depuis le début des temps, les athlètes sont prêts à tout pour avoir un avantage sur leurs compétiteurs. Certains mettent leur santé et leur honneur en jeu en utilisant des produits dopants, alors que d'autres utilisent leur cerveau et trouvent des moyens de révolutionner leur sport tout en restant dans les règles. Le plus célèbre exemple, c'est quand ce mec a utilisé sa connaissance de physique pour se propulser encore plus haut en se tournant vers l'arrière juste avant de sauter. Et depuis ce moment, il a changé son sport à tout jamais. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les athlètes qui ont trouvé des failles tellement grosses dans les règles que les fédérations sportives ont été forcées de changer le règlement de sports qui ont existé depuis des milliers d'années. Et le plus gros exemple de ça, c'est sans aucun doute le lancer de javelot rotationnel. Alors le lancer de javelot, c'est une épreuve relativement simple vu qu'elle consiste à prendre un javelot et d'essayer de le lancer le plus loin possible. Et on pourrait penser que la technique la plus efficace pour lancer un javelot très loin, c'est de le lancer par-dessus la tête, vu que c'est ce que font les athlètes d'aujourd'hui, et c'est également ce que faisaient les Romains, les Grecs et tous les autres peuples anciens, mais il s'avère que en fait non, c'est pas la technique la plus efficace. Dans les années 50, deux Espagnols qui s'appellent Félix Errasquin et Miguel de la Cuadra Salceda, eh bien ils ont découvert une technique de lancer encore plus efficace qui allait révolutionner leur sport. En fait, ce qu'ils ont vu, c'est que si tu commençais à tourner autour de toi-même comme sur le lancer de disque ou sur le lancer de marteau, eh bien tu peux propulser le javelot encore plus loin que la méthode traditionnelle. Et la différence entre les lancers était vraiment énorme. Le record du monde à l'époque, c'était environ 80 mètres, mais avec le lancer rotationnel, les deux Espagnols ont réussi à lancer le javelot à plus de 112 mètres, et 112 mètres, dis-toi, c'est presque 10 mètres de plus que le record du monde actuel. Donc si fait correctement, cette technique est clairement supérieure au lancer par-dessus la tête. Mais le problème, c'est que quand ce lancer n'est pas timé parfaitement, le javelot pourrait très facilement percer un spectateur, ou un membre de la foule, ou une autre personne sur le terrain. Donc quelques années plus tard, la fédération d'athlétisme IAAF a décidé de ne jamais officialiser ces lancers, et de définitivement bannir cette technique. Mais c'est pas la seule technique qui a été bannie pour cause de sécurité, vu que la prochaine technique a été bannie après un incident horrible. La gymnastique est un sport connu pour ses figures complexes et dangereuses, mais il y a une figure qui se démarque des autres pour sa dangerosité, c'est le salto Thomas. Et ça s'appelle comme ça vu que c'est Kurt Thomas qui l'a fait pour la première fois dans les années 70. Et vu que c'est la première fois que cette figure avait été faite, et que sa routine lui a permis d'être le premier homme américain à devenir champion du monde sur la routine de sol, eh bien cette technique elle est rapidement devenue très populaire autour du monde. Et en gros, le salto Thomas, c'était une combinaison d'un salto arrière et demi et d'une rotation de corps et demi. Et la particularité de cette figure, c'est que tu atterrissais tête première vers le sol avant de terminer sur une roulade. Mais du coup, cette technique a un gros risque, c'est quand un athlète n'arrive pas à sauter assez haut avant de lancer le salto Thomas. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à la soviète Elena Mukina, et c'est une série de très mauvaises décisions qui va mener au drame. Mais en fait, Elena, eh bien c'était une des gymnastes qui avait assisté à la routine légendaire de Kurt Thomas qui lui a permis d'être champion du monde. Et du coup, ses coachs, quand ils ont vu le salto Thomas, ils ont décidé de le rajouter à la routine de Elena. Et en 1979, lors de son entraînement pour les JO de 80, la soviète va malheureusement se casser la jambe pendant l'entraînement. Mais avec la pression des Jeux Olympiques qui arrivent, son coach va enlever le plâtre de façon prématurée pour qu'elle puisse reprendre les entraînements le plus tôt possible. Mais le problème, c'est que quand ils ont fait une radio, ils ont vu que la jambe était encore cassée et du coup ils ont remis le plâtre sur Elena. Mais quelques mois plus tard, vu que les JO continuaient à s'approcher, son coach lui a encore fortement conseillé d'enlever le plâtre, et malgré le fait qu'elle savait que c'était encore trop tôt, Elena a accepté et elle a repris les entraînements. Mais malheureusement, 2 semaines avant les JO, quand elle s'entraînait pour le salto Thomas, Elena n'a pas pris une assez grande impulsion et elle a atterri sur son menton, brisant sa colonne sur le cou et la laissant paralysée à vie. Et à cause de cette blessure et beaucoup d'autres de ce type, toutes les techniques de gymnastique où tu atterris tête première ont été bannies pour les femmes, et plus récemment ça a aussi été banni pour les hommes. Le saut en longueur. Alors le concept du saut en longueur c'est plutôt simple. Tu dois essayer de sauter le plus loin possible sans dépasser la ligne au sol. Et quand tu cours et que tu sautes, les athlètes ont vite remarqué quelque chose, c'est que en fait avec l'inertie et le frottement avec l'air, ton corps eh bien il essaie de tourner vers l'avant. Donc typiquement pour compenser ses forces et pas tomber sur la figure, les sauteurs se penchent un peu vers l'arrière, souvent sous la forme de 3 techniques, le hang, le sell ou le hitch kick. Mais c'est ici que Turiaki rentre en jeu, parce que lui, il a regardé cette problématique de tomber vers l'avant, et au lieu de combattre ses forces en se penchant vers l'arrière, il s'est dit pourquoi pas aller avec les forces et se laisser tourner vers l'avant. Et il a vu que si tu te mets en boule et que tu laisses les forces agir, tu vas naturellement retomber sur tes pieds sous la forme d'un salto avant.
Et donc en 1974, Turiaki a fait son premier salto pendant une compétition d'athlétisme, et alors que c'était seulement la première fois qu'il essayait cette technique, il a sauté à presque 8 mètres, ce qui était un énorme record personnel. Et ça, dis-toi, c'était du coup sans aucun entraînement. Donc si tu prenais un sauteur et que tu lui donnais l'entraînement adéquat sur cette technique, un peu comme un parcoureur, il pourrait sans aucun doute sauter encore plus loin, et le salto avant avait le potentiel de complètement changer le saut en hauteur à tout jamais. Mais il s'avère que non, vu que l'année d'après, en 1975, l'IAAF a changé les règles et a banni cette technique à tout jamais pour éviter que des jeunes essaient cette technique et finissent gravement blessés. Ceci dit, moi perso, je suis un peu déçu, vu que je trouve que ça aurait rendu le sport beaucoup plus intéressant à regarder. La course de haies. Alors le concept de la course de haies, c'est plutôt simple. C'est un sport où tu essaies de sprinter le plus rapidement possible vers la ligne d'arrivée, tout en évitant les obstacles qui s'appellent des haies. Mais comme tu vas vite le voir, certains athlètes ont trouvé une méthode ingénieuse de contourner les règles et de révolutionner leur sport. Et l'histoire commence au JO de 1932 avec un Irlandais qui a brisé le record du monde sur le 400 mètres haies, mais bizarrement, quelques heures plus tard, alors qu'il avait déjà commencé à célébrer, son record du monde a été annulé et il a été disqualifié. Et en fait, il s'avère que c'est parce qu'il avait fait tomber la toute dernière haie, et dans les règles de l'époque, si tu faisais tomber plus de 3 haies comme l'avait fait Bob sur le dernier obstacle, eh bien t'étais automatiquement disqualifié. Alors malheureusement, cet événement, ça avait créé un scandale énorme à l'époque, et donc la fédération a décidé de changer les règles, et d'enlever la disqualification quand tu faisais tomber plus de 3 haies, ce qui veut dire que les compétiteurs pouvaient en théorie faire tomber toutes les haies, et quand même rester dans les règles. Mais en même temps, il y a aussi eu un deuxième changement. Les haies en fait sont passées d'une configuration en T, qui était très stable, à une configuration en L, ce qui les permettait de tomber plus facilement vers l'avant, et donc ces nouvelles haies permettaient aux coureurs de rentrer dedans sans trop affecter leur course, ce qui n'était clairement pas le cas des anciennes. Et ces deux changements, eh bien, ils ont eu un impact énorme sur le sport. Ça a poussé les athlètes à être plus grands, plus puissants, et de sauter beaucoup plus proche des haies, vu que les faire tomber n'était plus aussi impactant. Et c'est ici que certains coureurs ont eu une idée très intéressante. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe en fait si on essaie juste de sprinter, et qu'on essaie même pas de sauter par-dessus les haies. Mais il s'avère qu'après une analyse scientifique, l'IAAF n'a pas eu besoin de bannir cette technique, vu que les haies étaient construites de façon très particulière pour qu'elles demandent un maximum de force pour les faire tomber, et donc quand tu rentres volontairement dedans, au lieu d'améliorer tes performances, ça va réduire ta vitesse et donc augmenter le temps total de la course. Le lancer de poids, c'est un sport plutôt simple et il consiste en gros de prendre un boulet et de le lancer le plus loin possible. Et typiquement, la technique habituelle, c'est de tourner autour de soi-même avant de lancer le poids au moment parfait. Mais en 2006, une trend est devenue virale où on pouvait voir des lanceuses faire une roue avant de lancer le boulet. Et initialement, c'était une technique qui était exclusivement faite par des lycéennes, mais cette stratégie a rapidement été adoptée au niveau universitaire avant d'être vue dans des compétitions professionnelles en Europe. Cette technique ajoutait 1 à 2 mètres sur le tir des athlètes, ce qui est simplement énorme dans un sport aussi compétitif. Et essayer de lancer un objet le plus loin possible, c'est quelque chose qu'on a toujours fait depuis le début des temps pour voir qui était la personne la plus puissante. Initialement, ce sport était pratiqué par des militaires qui essayaient de jeter un boulet de canon le plus loin possible, mais au fur et à mesure du temps, la technique de lancer a vite changé, et la technique qui a fini par être la plus efficace, c'était celle qui avait été inventée par Alexander Baryshnikov, où l'athlète commence avec le dos face au terrain, et ensuite, il tourne autour de la balle avec un pied, pendant que l'autre est rapidement amené proche du premier pour augmenter les forces rotationnelles, un peu comme ce qu'on verrait chez les patineurs quand ils amènent leurs bras proches du corps pour tourner encore plus vite. Et du coup, en fait, cette technique de la roue, elle utilisait aussi ses forces rotationnelles, vu que en fait, quand les jambes reviennent vers le sol, le buste peut pas s'empêcher de remonter avec énormément de vitesse. Et donc, beaucoup d'athlètes masculins plus lourds n'arrivaient pas à exécuter cette technique par manque de flexibilité. Mais ça, c'est peut-être pas si mal que ça, vu qu'en fait dans ce sport, il n'y a pas de classe de poids, et donc ça laissait une opportunité aux athlètes plus légers et plus agiles de possiblement battre des lanceurs plus gros et plus puissants. Mais malheureusement, 2 ans après l'apparition de la technique de la roue, l'IAAF a décidé de bannir cette technique par peur que les athlètes se blessent en tombant sur leur tête. Et perso, je trouve que ce changement de règle est un peu malheureux, vu que la technique de la roue, pour moi, serait rendu le sport encore plus intéressant à regarder, vu que les athlètes plus puissants et plus agiles, eh bien ils avaient une chance de battre les plus gros et plus puissants. Ceci dit, en défense de la fédération athlétique, l'IAAF n'a pas que pris des mauvaises décisions, ce qui nous en fait venir à la prochaine technique. Alors je viens de réaliser en passant en revue la vidéo que j'ai fait une grosse bêtise. En fait, dans la prochaine règle interdite, je parle d'un duo algérien. Eh bien, il s'avère qu'ils sont pas du tout algériens, ils sont marocains. Donc je m'excuse d'avance. Et sur ce, revenons à la vidéo.
le duo algérien de Khalidska et Amou Batayev ont causé une des plus grosses controverses de l'histoire des Jeux Olympiques, ce qui a encore une fois forcé la fédération athlétique à changer les règles à tout jamais. Et pour un peu de contexte, un an avant le drame au championnat du monde, les Kenyans ont dominé le 10 km avec Richard battant le record du monde de vitesse sur les premiers 5 km. Donc au JO de 92, le Kenyan Richard était le favori de la course, et comme prévu, il a maintenu la première place pendant toute la course, avec Khalidska restant juste derrière. Et les deux étaient tellement dominants qu'ils ont fini par avoir un tour d'avance sur Amou Batayev. Mais c'est ici que la controverse a commencé, parce qu'en gros sur les courses de longue distance, quand un athlète a plus d'un tour de retard, il y a un peu une règle non dite qui devrait se pousser du milieu et pas perturber les premiers de la course. Mais Amou ici, il a fait tout l'inverse. Quand les meneurs sont arrivés, Amou a accéléré le rythme pour rester avec les favoris, alors qu'il avait plus aucune chance de gagner. Et ensuite, il a commencé à avoir un comportement encore plus étrange, en restant devant le Kenyan, puis subitement il se mettait derrière lui, comme en fait s'il essayait de perturber le rythme de Richard pour le fatiguer plus vite, et du coup laisser une chance à son camarade de gagner. Pendant la course, le Kenyan raconte qu'il entendait les deux Algériens communiquer ensemble et que Amou se mettait devant pour ensuite décélérer volontairement devant lui et que Amou par moment, il essayait de marcher volontairement sur ses talons. Et sur la vidéo, c'est vrai qu'on voit ce qui semble clairement être de la communication entre les deux Algériens. Ceci dit, vu que communiquer c'est contre les règles et qu'une disqualification était en jeu, le duo algérien a catégoriquement nié avoir communiqué. Ceci dit, même les commentateurs voyaient qu'il y avait une arnaque en cours, la foule aussi, vu qu'ils ont commencé à huer les Algériens, et ce comportement était tellement suspicieux qu'un des juges suédois est rentré sur la piste et a essayé d'arrêter Amou pour que le Kenyan ait une chance de reprendre sa vitesse. Ceci dit, malheureusement, après avoir eu son rythme perturbé plusieurs fois, le Kenyan n'avait plus assez d'énergie et il s'est fait doubler sur le sprint de la fin par Khalid. Mais lors de la cérémonie des médailles, le mécontentement de la foule s'est clairement fait entendre. Et quand le Kenyan est monté sur le podium, on peut voir le visage d'un homme brisé. Après les JO, le Kenyan a fait une dernière course où il a placé sur le podium avant de prendre sa retraite un peu après. Mais malheureusement, il devenait de plus en plus mécontent avec le fait qu'il n'arrivait pas à arriver au top de son sport, et quelques années plus tard, il est tombé dans la bouteille, et à l'âge de seulement 29 ans, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Après les JO de 92 du coup, une nouvelle règle a été mise en place interdisant ce comportement à tout jamais. Au JO de 1972, une soviète de 17 ans va faire une routine qu'on n'avait jamais vue auparavant, qui va changer son sport à tout jamais. Alors, je m'y connais pas assez en gymnastique pour vous expliquer trop ce qui se passe en détail, mais à la fin de sa routine, elle va se mettre debout sur la barre supérieure avant de faire un backflip. Et ça du coup c'est ce qui était appelé un cork-butt flip, et en gros c'était une routine qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque, et sa performance a changé le sport à tout jamais, et en fait elle a marqué la transition entre la version d'avant qui était un peu plus artistique, à ce qu'on connaît aujourd'hui où les figures sont beaucoup plus acrobatiques. Et pour les non-gymnastes parmi nous, c'était un peu comme le Fosbury Flop qui a changé la façon dont le saut en hauteur est fait à tout jamais. Et du coup d'un seul coup, les gymnastes du monde entier ont commencé à intégrer beaucoup plus de figures acrobatiques à leur routine. Et pour éviter un autre drame comme celui de Elena dont on a parlé un peu plus tôt, qui s'est terminé avec une ado paralysée, la fédération de gymnastique a vite enlevé tous les points que les gymnastes pouvaient recevoir quand ils commençaient leur figure sur les pieds, comme le salto arrière qu'on a vu un peu plus tôt, ce qui a marqué la fin définitive du cork-butt flip.